Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 25 mai 2025. Aujourd'hui, on va voir encore une fois comment se dessine l'aube du 21e siècle, qui a commencé essentiellement sous Trump. On a entendu beaucoup à l'époque des attentats du 11 septembre que le 21e siècle venait de commencer le 11 septembre 2001 avec les attentats sur les tours jumelles avec Bush, etc. Bush qui annonçait la guerre contre un ennemi invisible, intangible, le terrorisme qui allait permettre aux États-Unis et ses alliés, notamment Israël, de renverser plein de régimes dans le monde arabe et installer leur nouvel ordre mondial, etc. Et on nous annonçait, je m'excuse, on nous annonçait une ère de guerre. Une ère de guerre et par la suite, on nous a annoncé une ère de pandémie. Hein, de 2020 à 2030, c'était supposé être l'ère des pandémies. J'ai montré le clip de la responsable hollandaise de l'OMS qui disait ça. C'était le COVID-19, c'était juste le début, etc. Mais, donc, on nous annonçait, c'est ça, un 21e siècle absolument catastrophique. Et il y avait Hollywood qui surenchérissait avec les films, l'Armageddon, etc., des films de contagion, de virus, d'astéroïdes, de tout ça. C'était la fin du monde, là. 2020, 2012, les vagues gigantesques, les tsunamis qui engloutissaient des villes, les trucs de froid et tout ça. C'était ça un peu l'ère du temps du début du 21e siècle. Et c'est ça. Mais finalement, cette annonce que le 21e siècle avait commencé avec George Bush était absolument fausse. C'était la continuité du 20e siècle et le 21e siècle a réellement commencé avec Donald Trump. Et là, je vous fais écouter un clip d'Éric Zemmour qui résume très bien la situation. Je ne sais pas si vous avez entendu Éric Zemmour sur Trump et le 21e siècle. Mais je vous fais entendre ça. Il résume, parce que je pourrais l'expliquer, mais il fait ça tellement bien, je pense, en 1 minute que de quelle façon Trump annonce le début du 21e siècle, tourne la page sur le 20e siècle et annonce le début du 21e siècle, Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut bien comprendre l'ampleur de ce qui est en train d'être fait. En vérité, Donald Trump met un terme à 30 ans ou 40 ans de mondialisation. Et même si je voulais aller plus loin et plus profondément, en vérité, il ferme le XXe siècle. Le XXe siècle qui s'était ouvert avec, on parle toujours de président américain d'ailleurs, les grands discours de Wilson, le président américain pendant la Première Guerre mondiale, et qui avait imposé, si vous voulez, dans ce XXe siècle, la domination et l'hégémonie et la supériorité des individus sur les peuples et sur les familles, la supériorité des juges sur les États, la supériorité du libre-échange sur le protectionnisme, la supériorité des minorités sur la majorité, des organisations internationales sur les gouvernements, etc., etc. Ce 25e siècle-là est en train, effectivement, de s'achever sous les coups de Donald Trump. Donc, c'est vous dire que c'est historique ce qui est en train de se passer. Il veut ramener un monde où ce seraient les États, les gouvernements, les peuples, les nations qui dirigent, et non pas les juges, les individus, les organisations internationales, etc. Je sais, j'avais mon micro coupé, je fais ça des fois. Si il y a de l'écho, je le coupe, et puis après ça, je parle parce que j'ai quelque chose à dire, puis finalement, il était coupé. Mais c'est ça, donc il l'a très bien décrit, je faisais juste répéter essentiellement ce qu'il disait. Mais tout ce qui était le 20e siècle, la primauté des minorités, le gouvernement des juges, etc., etc., Trump met un terme à ça, il renverse tout ça. Donc, il renverse le 21e siècle, OK? Il renverse, là je suis distrait à cause des commentaires qui me disent mon micro, mais réécouter le clip de Zemmour, de toute façon je le mettrai sur Telegram, il résume très bien ce qu'a été le 20e siècle et ce que Trump est en train de faire, c'est de renverser
exactement cette tendance-là. Et cette tendance-là, la tendance du 20e siècle, c'était une tendance au pourrissement politique, au pourrissement social, qui menait partout dans le monde à l'affaiblissement des États et une sortie de la démocratie. Quand ce sont les juges, quand ce sont les minorités et les juges qui décident de tout, les populations peuvent élire qui elles veulent. Et les politiciens ne les représentent jamais. Vous savez, on a cette impression-là que, moi je le dis depuis 2017, que les politiciens ne nous représentent plus. Hein, ils sont censés représenter le peuple. Or, ils représentent des élites mondialistes, des think tanks, le Forum économique mondial, les trucs verts, l'ONU, etc. Puis ils viennent nous imposer. Donc, il y a cette perte de démocratie-là. Ça, c'était comme ça un peu le 20e siècle. Et ça a été ça le 20e siècle. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, surtout, l'avènement, la montée en force des régimes internationaux, de tout cet internationalisme-là. Et Trump met un terme à ça. Et ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que ce 20e siècle-là menait à un affaiblissement du pouvoir de l'État et de la démocratie elle-même, c'est-à-dire, c'est une démocratie à la Cohn-Bendit, là, genre la dictature des minorités, c'est pas ça, mais la démocratie au sens où chaque citoyen a un vote et peut décider d'avoir les représentants qu'il choisit et de se voir représenté par son vote. Et donc, cet affaiblissement-là, j'ai été perdu à cause de ce truc-là de son. J'ai perdu mon envol, mais c'est pas si pire. Mène à un affaiblissement de l'État. Le 20e siècle, c'est ce que je veux dire, mon propos, c'est que le 20e siècle, avec toutes les tendances qui ont été énumérées par Zemmour, menait à un affaiblissement de l'État et à une sortie de la démocratie, si on comprend bien la démocratie. On l'a tous senti. On a tous senti que la démocratie nous glissait est-ce qu'on a réellement déjà eu un pouvoir? Mais quelques pouvoirs qu'on ait déjà eus nous glissaient d'entre les mains et que nos gouvernements étaient partis avec le ballon puis frayaient avec les élites internationales et ne nous représentaient plus ou représentaient des petites minorités sélectionnées, etc. Et donc, ça, c'est le 20e siècle menait à ça. Il menait à une sortie, un affaiblissement, un effondrement de l'État et de la démocratie. Trump renverse tout ça, malgré ce que les médias disent. Les médias disent qu'il est une menace à la démocratie, etc. Au contraire, il renverse. Il est une menace à une certaine idée de la démocratie, très technocratique, mais il renverse tout ça et ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que Donald Trump en relations internationales, il y a un livre important, je pense que je l'ai déjà mentionné une fois, qui s'appelle « Naissance et déclin des grandes puissances ». Et l'auteur de ce livre-là, c'est une lecture obligatoire en relations internationales. L'auteur de ce livre-là, Paul Kennedy, explique tout ce qui fait en sorte que les empires, les superpuissances émergent et finalement périclitent et déclinent avec le temps. Quels sont les facteurs de déclin des grandes puissances? Évidemment, je ne vais pas vous passer tout le livre au crible. J'ai demandé une synthèse de ça à Grok, je vais vous la montrer. Mais ce qui est important de noter, c'est que Trump on dirait, a lu le livre et renverse chacun des facteurs de déclin. Et donc, ça, c'était la thèse en relations internationales à la fin des années 90, au début des années 2000, le déclin américain, hein, et criblé par la dette et par les crises sociales, la surextension stratégique, trop de bases, trop de dépenses, un empire qui s'endette et qui finalement... Et Trump renverse tout ça. Je vous montre donc la thèse de Paul Kennedy pour comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est ça ici, c'est Paul Kennedy, Rise and Fall of Great Powers, en français, le naissance et déclin des grandes puissances. C'est une des 3 lectures recommandées en relations internationales. L'autre, c'est Soft Power de Joseph Nye, j'en ai déjà parlé. Et puis l'autre, c'est Le clash des civilisations de Samuel P. Huntington. C'est 3 piliers des relations internationales. En tout cas, à mon époque, c'était ça, dans les années 90, début des années 2000. Et donc, on demande, donc l'administration Trump renverse tous les facteurs de déclin et donc transforme fondamentalement la dynamique du 21e siècle. Ce faisant, il transforme complètement la géopolitique et la dynamique du 21e siècle, c'est-à-dire qu'au lieu de s'en aller vers une destruction complète des États-nations, d'un affaiblissement des États-nations, des guerres perpétuelles et la montée en force des pouvoirs transnationaux, on renverse complètement la tendance. Et donc, ici, vous avez donc quels sont les facteurs de déclin des grandes puissances. J'ai demandé, selon Paul Kennedy, dans Naissance et déclin des grandes puissances, quels sont les principaux facteurs de déclin d'une superpuissance.
Croc me répond, surcharge économique due aux engagements militaires, maintenir un empire ou une influence mondiale demande des ressources énormes. Trump renverse ça, ferme les bases comme en Afghanistan, ramène les troupes, même chose en Irak, ferme les bases, ramène les troupes. Déséquilibre d'une ressource entre ressources et ambition. Donc, déclin économique relatif, le déclin économique d'une superpuissance par rapport à d'autres nations émergentes est un facteur clé. Donc, déclin économique, encore une fois, Trump renverse ça en coupant les dépenses. C'est ce que j'ai expliqué depuis le début, c'est ce qu'il fait, là. Il coupe les dépenses, il réduit la taille de l'État, il coupe les impôts. Il réduit les impôts, etc. Il sollicite des trillions et des trillions d'investissements aux États-Unis. Donc, il renverse le déclin économique relatif. Surengagement dans les conflits prolongés, des guerres coûteuses et prolongées financièrement, humainement, affaiblissent les superpuissances. Kennedy cite l'exemple de l'Espagne au XVIIe siècle, la Grande-Bretagne au XXe siècle, épuisés par des conflits incessants. Finalement, ils perdent leur ascendant, drainés de ressources humaines et de ressources financières. Facteurs internes, déclin social et politique, corruption des institutions, corruption des politiciens. Vous pouvez penser à genre ouverture des frontières, immigration de masse, genre chaos social dans les villes, augmentation de la criminalité, les trucs transgenristes, etc. Donc, déclin social et politique. Trump renverse tout ça, ferme les frontières, règle le truc des transgenres, règle la corruption politique, etc., et concurrence des puissances émergentes. Et là, au lieu d'avoir, par exemple, un conflit entre la puissance déclinante et la puissance émergente, c'est là qu'elles se font, les guerres. Les lignes de fracture, elles sont là, entre la puissance émergente et la puissance déclinante. Trump, lui, instaure plutôt une ère de paix. Une ère de paix et de la collaboration entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Donc, Kennedy insiste sur l'idée que le déclin n'est pas inévitable, mais qu'il résulte souvent d'un mauvais arbitrage entre la défense, l'économie et la cohésion interne. Trump règle tous ces problèmes-là. Okay? Donc, c'est gelé. Immédiatement, à partir du moment où je suis rentré en onde, j'ai comme les yeux qui commencent à faire mal. C'est la lumière. Il faut que je trouve un autre éclairage que les spots directement dans mes yeux. Mais c'est ça. Donc, quel 21e siècle on avait la possibilité entre Bush avec une guerre sans fin des Bush ou ce que j'ai appelé la Pax Trumpana et le fait que Trump veuille régler les problèmes structurels des États-Unis et éviter le déclin, ça va finalement bénéficier au reste de la planète parce que ce qui était un facteur de déclin pour les États-Unis était aussi un facteur de déclin pour les autres pays. Donc, il remet de la frontière, il remet du nationalisme, insiste sur la démocratie, etc. Et exerce un leadership dans ces domaines-là. Okay? Il dit aussi, et rappelez-vous donc dans cette approche d'éviter le déclin, toutes les coupures à la CIA et dans le USAID. Et là, dans un discours récent, il annonce la transformation du rôle des forces armées américaines. Il dit essentiellement que les forces armées américaines ne seront plus un outil de changement de régime. Ça va avec les coupures dans la CIA et la fin du USAID, mais là, il le dit au sujet de l'armée dans un discours à West Point, l'Académie militaire américaine. Il dit le rôle des forces armées américaines, ce n'est pas de faire la promotion du transgenrisme, ni de dire aux autres pays comment exercer leur souveraineté, dire comment vivre. C'est ce qui a été dit dans son discours, je pense que c'était à Riyad, devant Mohamed Ben Salman. Il a dit, genre, on n'essaiera plus de vous dire comment vivre le monde arabe. Vous êtes capable de renouveau par vous-même, vous êtes capable d'innovation par vous-même. Fini les politiques de changement de régime. Et là, il le répète à la maison dans un discours sur la transformation du rôle des forces armées américaines. Je vous fais écouter ça. The job of the U.S. Armed Forces is not to host drag shows, to transform foreign cultures, but to spread democracy to everybody around the world at the point of a gun. The military's job is to dominate any foe and annihilate any threat to America anywhere, anytime, and any place. Voilà, donc
Trump sauve les États-Unis et sauve le monde. Maintenant, évidemment, tout ça n'est pas fait. Il reste l'Europe comme champ de bataille. L'Europe, le dernier champ de bataille. Et c'est... J'ai encore une autre distraction, je m'excuse. Quelqu'un fait jouer de la musique pas loin. Donc, on va parler des élections en Roumanie. Le coup d'État est essentiel. Le coup d'État est essentiellement consumé. Allons-y tout de suite, Roumanie. Je perds le fil de mes idées là, avec de la musique. Donc, le 6 décembre, ce qu'on a, évidemment, c'est une guerre entre des candidats pro-Trump ou des candidats pro-Europe, pro-axe Trump-Poutine ou pro-Europe. Donc, on va faire le résumé. Je m'excuse. 6 décembre, annulation de la première élection en affirmant sans preuve qu'une ingérence russe avait eu lieu. Et là, allons-y tout de suite. Avant d'aller dans le détail, je vais montrer le modus operandi. Vous allez comprendre, au lieu de commencer avec dans le particulier, je vais aller dans le général et on ira dans le particulier par la suite. Donc, on a en Roumanie un système, un État profond qui se défend et qui utilise exactement les mêmes tactiques qu'en France et aux États-Unis. Appel à l'ingérence étrangère. Donc, on dit essentiellement en Roumanie que le candidat Georgescu était financé par les Russes, il y avait comme des liens avec les Russes, etc. Romanian President Candidate denies Russian links. OK, donc il a été accusé d'avoir des liens avec la Russie dans des rapports de services secrets, etc. C'est exactement le même truc qu'on a fait à Trump. Est-ce que Trump est un agent russe? C'est exactement le même truc qu'on a fait à Marine Le Pen. Ingérence étrangère, des liens entre Marine Le Pen et la Russie. Donc, le point numéro 1, c'est appel à l'ingérence étrangère. Après ça, on a le point numéro 2, activation de l'appareil sécuritaire de renseignement et implication du renseignement dans le processus électoral. Donc, les renseignements commencent à espionner la campagne d'un tel, produisent des rapports. Ça, c'est comme, par exemple, le dossier Fusion GPS aux États-Unis. Et cette histoire de collusion avec la Russie, c'était des faux dossiers, des faux documents qui étaient montés par les services secrets. C'est de la haute trahison. Trump le répétait encore récemment. Et donc, l'appareil sécuritaire qui se retourne, comme une cinquième colonne, qui se retourne contre et qui s'implique dans le processus électoral. Donc, c'est la même chose en Roumanie. C'est la même chose aussi en France. Vous avez donc 3 militarisations de la justice à des fins politiques. Marine Le Pen qui est disqualifiée, Georgescu qui est disqualifié. Et ça va toujours dans le même sens. Hein. Trump, on a essayé de le disqualifier, sauf que Trump, à la différence des autres, Trump a lui-même, j'ai expliqué, c'était compliqué à expliquer, c'était très subtil, mais Trump a lui-même organisé sa propre mise en accusation. Hein. La plupart des personnes qui l'ont, des procureurs, etc., ont opéré de concert avec la Maison-Blanche. Et donc, à partir du moment où est-ce que tu opères de concert avec la Maison-Blanche, tu opères de concert avec la continuité du gouvernement, d'une certaine façon. Et donc, Trump était au courant de la manœuvre et il a pu contourner tout ça. Donc, c'est toujours plus facile quand tu mets en place ta propre opposition et les propres crises contre toi. C'est ce que Trump fait. Et finalement, par la suite, on participe, on opère le vol des élections, comme en 2020 avec la fraude, comme par exemple ici, rappelez-vous, la fraude électorale en direct où Marine Le Pen perd 3 millions de votes en 1 heure et Macron fait un saut d'à peu près du même nombre. Elle est à 14 millions et elle tombe à 11 millions comme ça en l'espace d'1 heure, une correction, alors qu'on nous disait que les chiffres n'étaient pas filtrés. Là. Il y a eu une intervention humaine à quelque part là-dedans. Et il fait la même chose en Roumanie. Donc, le résultat, le candidat pro-Union européenne, triomphe du candidat pro-Trump, Simeoni. Oui. Hard right Trump admirer Simeon, c'est pas Simeoni, Simeon, seeks victory in Romania presidential election. Donc, plus doux avec la Russie et pro-Trump, finalement battu par un européiste.
dans un comeback totalement improbable ici à l'élection. Et c'est important, encore une fois, si on comprend la Roumanie, on comprend après ça, c'est toujours la même chose. On regarde des cas particuliers comme le Canada ou la Roumanie. Et finalement, ça nous aide à comprendre, on en tire des généralités, puis après ça, on comprend le modus operandi de l'État profond, comme j'ai expliqué, là, 1, 2, 3, 4. C'est la même chose ici, c'est souvent la même chose, c'est le même processus. Et donc, la Roumanie, le candidat George Simion, pro-Trump et soft avec Poutine, était à 41% des voix. Son opposant était à 21%, donc 20 points d'écart au premier tour. Et là, dans un renversement totalement improbable, le candidat qui était 20 points en arrière, finalement, finit 7 points en avance avec 53% des voix, ce qui a fait en sorte que le responsable de le crypto czar de Trump aux États-Unis, où est-ce qu'il est? Non. Où est-ce que je l'ai mis? Pas ici. Roumanie 2. Je l'ai mis. En tout cas, le responsable de la... Il y a plusieurs personnes aux États-Unis qui ont dit que c'était totalement improbable comme élection. Où est-ce que j'ai mis ça? Je pense que c'est ici. On voit ici, élection présidentielle en Roumanie, l'extrême droite, grande favorite. Ouais. Ça, c'est juste avant les élections. Extrême droite, grande favorite. Et là, retournement présidentiel en Roumanie, le candidat pro-européen, Nikusor Dan quelque chose, remporte finalement les élections. Le candidat pro-européen remporte finalement les élections, même si l'autre était grandement favori. Et il y a eu justement le candidat des faits a appelé finalement à de nouvelles élections. Roumanie, Georges Simion accuse la France d'ingérence et demande l'annulation des élections parce qu'il n'y a probablement pas juste la France qui s'est ingérée là-dedans. Probablement plusieurs puissances européennes, mais on apprend, Pavel Durov nous disait, j'en avais parlé lors du dernier web journal, le créateur de Telegram nous avait dit qu'un gouvernement d'Europe occidentale, devinez lequel, il parle de la France, a contacté Telegram pour nous demander de faire taire les voix conservatrices en Roumanie. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes voix, c'est le populisme, le conservatisme, etc. On l'a expliqué depuis Mike Benz dans son entrevue avec Tucker Carlson, c'est toujours... Ça va dans un sens. Il n'y a pas de démocratie. Ils ont un agenda. Ils sont tout ce qui est populiste ou de droite, centre-droite, etc. Tout ce qui est comme potentiellement favorable à la paix avec en Ukraine ou des relations normales avec Poutine sont systématiquement ciblés, même aux États-Unis, Trump. Et donc, j'ai catégoriquement refusé. Telegram ne restreindra pas les libertés des utilisateurs roumains ni ne bloquera leur chaîne politique. Il s'était passé la même chose en 2020. C'est le même, encore une fois, c'est le même modus operandi. J'aurais dû rentrer ça dans le modus operandi. Systématiquement, bloquer systématiquement ou interférer systématiquement dans les comptes de médias sociaux en prétextant l'ingérence étrangère. Alors ici, c'est pas, on prétexte, encore une fois, on prétexte l'ingérence étrangère, mais finalement, c'est un prétexte pour entrer et censurer. Il n'y avait pas de collusion avec la Russie dans la campagne Trump, mais on a brandi ce prétexte-là pour entrer et censurer. Oui. Et Pavel Durov continue, il dit « Ce printemps, au salon des batailles de l'hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, chef des services de renseignement français, m'a demandé d'interdire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections. J'ai refusé. Nous avons bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran. Nous n'avons pas bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran. Nous ne le ferons pas en Europe. » Nicolas Lerner, c'est lui ici, chef du renseignement français. Et là, Pavel Durov dit qu'il est prêt à aller témoigner en France sur cette velléité d'ingérence des services de renseignement français dans les élections roumaines. Il pratique, évidemment, il ne pratique pas ce qu'il prêche. Et là, ici, Jordan Bardella, élection présidentielle en Roumanie. Il y a évidemment eu des ingérences de la France, d'élus français dans ces élections, affirme Jordan Bardella. Pourquoi le fondateur de Telegram, Pavel Durov, accuse-t-il la France en Roumanie pour les raisons qu'on vient de mentionner? Et ce n'est pas que il y a Pavel Durov qui le mentionne. Vous avez ici Mike Flynn qui dit que les élections
ont été truqués. Je le dis, il y a eu une fraude électorale massive lors des élections roumaines, tout comme il y en a eu une massive lors des élections américaines, notamment lors des élections truquées de 2020. Arrêtez avec ces bêtises, nous le savons tous, l'opposition le sait, les mondialistes qui tentent d'écraser les mouvements populistes, nationalistes, qui ne cherchent rien d'autre que la liberté et la souveraineté de leur nation respectée le savent. Et je ne suis pas un négationniste des élections, je nie le fait que nos élections soient sans fraude. Aussi, il y a Glenn Greenwald, le journaliste Glenn Greenwald. En fait, il y a plein de personnes qui ont dit que ces élections-là étaient frauduleuses. Elon Musk a dit que les élections étaient douteuses. Le responsable de la crypto, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, le responsable de la crypto de Donald Trump, si je peux retrouver le tweet, là, disait que c'était hautement improbable. Je ne le retrouverai pas, en tout cas. Et donc, mais ça, c'est à mettre... j'ai commencé par la fin, ça. J'ai été, encore une fois, désorganisé aujourd'hui. Mais ça, c'est à mettre, évidemment, dans ce... Quand je dis l'Europe est le champ de bataille, là, rappelez-vous, encore une fois, les déclarations de J.D. Vance à l'Assemblée sur la sécurité de Munich. Rappelez-vous la tentative d'assassinat de Robert Fico, qui, lui, était exactement sur la ligne Simeone et Georgescu. Ce qu'ils font avec Marine Le Pen, l'Allemagne qui a classé l'AfD comme parti d'extrême droite, Rubio, et là, Rubio qui avait dit que l'Allemagne était devenue une tyrannie déguisée, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis, je vais essayer de retrouver mon fil, là. C'est pour ça que je dis que l'Europe, on est entré dans le 21e siècle. Les États-Unis ont sabordé leur empire. On opère sur une base de la paix. On voit ce qu'il a fait en Arabie. Les forces armées américaines ne feront plus de changement de régime. On déconstruit la CIA, etc. On s'entend avec Poutine et avec Xi. On se dirige vers la paix. On sort du gouvernement des juges, des traités qui érodent la souveraineté nationale, de la tyrannie des minorités, etc. On est réellement dans le 21e siècle, sauf qu'il reste, encore une fois, le dernier champ de bataille, c'est l'Europe. Parce que l'Europe, c'est ça, utilise tous les moyens légitimes et même certains illégitimes pour maintenir l'hégémonie. C'est le dernier bastion des mondialistes dans le monde, on pourrait dire. Oui, le virage pro-russe de l'extrême droite roumaine est un sérieux danger pour l'UE et l'OTAN. Et là, à partir du moment où est-ce que tu as une une comme ça, tu peux justifier pratiquement n'importe quoi. Hein? C'est-à-dire, à partir du moment où est-ce tu déclares qu'un parti est un danger pour l'OTAN, bien, l'OTAN entre en mode survie. Là. C'est comme, des fois, dans les films de science-fiction, tu joues avec le robot. Puis là, tu touches comme un fil, là, puis là, il se sent menacé, puis là, il enclenche le mode survie ou le mode militaire, puis là, c'est comme il commence à tirer sur tout le monde. Mais c'est un peu ça avec l'OTAN. Tu vois, l'OTAN perd de sa pertinence à partir du moment où est-ce que Trump a l'idée de s'entendre avec la Russie, se montre ouvert à des négociations avec la Russie. Finalement, Vladimir Poutine, c'est pas si pire que ça. L'OTAN perd de sa pertinence et, comme une bête menacée, je l'ai déjà expliqué ça, entre en mode survie et, comme l'explique Mike Benz, etc., commence à s'ingérer dans le processus électoral, combattre tous les partis avec les méthodes qu'on a expliquées, tous les partis qui veulent aller vers le 21e siècle, vers la paix. Finalement, l'OTAN est réellement un dinosaure du 20e siècle. C'est une relique. C'est comme dans 100 ans, là, on va aller à des musées, puis il va y avoir comme un musée de l'OTAN, puis ça va être comme genre... Ça, c'était l'ancienne architecture de défense, puis vers la fin, ça a comme mal tourné. Ils ont renié les principes sur lesquels ils ont été fondés, la défense de la démocratie. Parce que c'est ça, finalement, c'est la défense de la démocratie. Là, je disais, donc, encore une fois, là, je reviens à où j'étais au début. Donc, 6 décembre, annulation de la première élection. En affirmant sans preuve qu'une ingérence russe avait eu lieu. Et là, vous avez ici les documents intéressants sur ce site-là ici. Zero evidence, the bogus intelligence behind Romania's cancelled election. Il n'y avait aucune preuve d'ingérence russe dans les documents qui ont été présentés en Roumanie. Donc, je les traduis ici. Donc, l'accusation officielle d'ingérence russe reposait directement et exclusivement
sur un ensemble précis de documents de renseignement sur le sujet. C'est exactement comme la collusion avec la Russie. C'est le même truc que le dossier Steele, etc. C'est des documents où, finalement, il n'y a rien. On disait, par exemple, c'est que Poutine avait de la merde sur Trump parce que Trump se faisait pisser dessus dans des hôtels à Moscou. Il n'y a jamais eu aucune preuve de ça. Et finalement, ceux qui ont inventé ces histoires-là ont admis que c'était des histoires inventées, qu'il n'y avait jamais eu. Mais c'est devenu c'est rentré dans les dossiers de renseignement. Vous comprenez? Et donc, ça avait le sérieux du dossier de renseignement. Finalement, quand on a creusé, c'est devenu une affaire d'État. On a creusé, il n'y avait rien derrière. L'ensemble précis des documents de renseignement sur le sujet, d'abord soumis lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité nationale le 28 novembre, puis déclassifiés à la hâte le 4 décembre par le président en exercice afin d'éclairer la décision de la Cour constitutionnelle, mais ces rapports ne contenaient aucune preuve concrète de ce type. Et là, vous avez ici, sur ce site-là que j'ai mentionné, vous avez tous les documents ici que vous êtes capable d'obtenir, de télécharger et de traduire du roumain, les documents des différents services de renseignement, et on dit, par exemple, ici, ils font le résumé des documents. Les documents ne fournissent aucune preuve concrète d'ingérence de l'État russe dans les élections présidentielles roumaines. Au contraire, dans la mesure où ils apportent un éclairage sur quelque chose, les documents indiquent que la campagne de Georgescu a simplement utilisé des techniques de marketing numérique très efficaces. Ils étaient efficaces sur Internet, mais il n'y a pas de preuve d'ingérence russe. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de connexion avec les Russes. Ils ont juste été, comme Trump aux États-Unis, une campagne Internet, là, ça ne sert plus à rien d'aller cogner aux portes puis de mettre des petits pamphlets comme on fait au Québec. Là. Ding dong, bonjour, je voudrais être votre député. Ça ne fonctionne plus comme ça. Ça fonctionne avec Internet maintenant, on l'a expliqué 1000 fois. C'est une guerre de l'information et ils ont été efficaces. Hein. Donc, les documents ne présentent que des informations disparates, circonstancielles et souvent triviales. C'est exactement comme le dossier Steele Fusion GPS. Donc, c'est des trucs fabriqués par les services de renseignement qui s'ingèrent sauf un service de renseignement qui n'a pas été déclassifié. Et ce que le site dit, c'est que un des services principaux de renseignement en Roumanie, le document n'a pas été déclassifié. C'est probablement parce qu'il contredit tous les autres documents en disant « Nous n'avons vu aucune preuve, etc. » Et c'est pour ça qu'il n'a pas été déclassifié. Comme lorsque la NSA a dit qu'elle était pas vraiment sûre que les Russes avaient volé les informations sur le serveur du Parti démocrate, puisque les vitesses de téléchargement étaient... ça se faisait avec une clé USB et non pas à travers les câbles transatlantiques. La NSA avait fait faux bond dans l'analyse. Et là, c'est la même chose avec un service de renseignement roumain ici. Donc, ces documents notent que des informations et non des évaluations. Ces documents ne sont que des notes d'information et non des évaluations. Ils sont donc dépourvus de conclusions analytiques. Les documents sont également expurgés de certains passages clés. La note d'information du SE n'a pas été déclassifiée. Ce que je viens de vous expliquer, les documents font état d'irrégularités potentielles dans les déclarations de financement de la campagne de Georgescu, mais ne suggèrent aucun financement étranger, encore moins russe. Donc, il n'y a aucune preuve de ça là-dedans. Mais ça a été utilisé pour le tasser. Et finalement, quand il a voulu se présenter pour un deuxième round de l'élection, il a été, comme Marine Le Pen, tout simplement écarté. Son successeur, Simeon, s'est présenté. Et là, Simeon, comme pro-Trump, soft avec Poutine, lui aussi menace pour l'OTAN. Et finalement... il y a toutes sortes d'informations là, sur les morts qui votent, etc., mais je me suis pas penché là-dessus, mais c'est ça. Vous voyez, vous avez comme un motif, vous avez une vision d'ensemble. Et Simeon, qui s'est présenté à la chaîne CNews en France pour parler de fraude électorale et demander une nouvelle élection. J'aime la France, j'aime la culture française, j'aime le peuple français, mais je n'aime pas les tendances dictatoriales d'Emmanuel Macron. Ah, vous dites que Emmanuel Macron a une tendance dictatoriale ? France, ça implique Alors, la France est immiscée dans les élections de Roumanie et l'ambassadeur de France sur ordre d'Emmanuel Macron a discuté avec le président de la Cour constitutionnelle, celle qui a annulé les élections en Roumanie. L'ambassadeur de France. Pensez à ça, l'ambassadeur de France en Roumanie
rencontre le président de la Cour constitutionnelle et après, la Cour constitutionnelle annule les élections. Imaginez ça. Est-ce que c'est possible? C'est un scénario complètement ridicule, là. Est en train de faire la tournée ces dernières semaines dans toutes les régions roumaines afin de persuader les hommes d'affaires et les institutions roumaines de soutenir mon contre-candidat. Le maire de Bucarest. Donc vous dites qu'il y a une ingérence d'Emmanuel Macron dans l'élection roumaine. Très grave. Bon, alors je tiens à vous dire que nous sommes en démocratie, qu'il n'y a pas de tendance dictatoriale du président français. L'ambassadeur a fait la tournée des régions pour convaincre les hommes d'affaires, etc., de voter pour son adversaire. Imaginez ça. Et donc, pourquoi la Roumanie est si importante que ça? Évidemment, parce que c'est un pays comme rempart contre la Russie. C'est après l'Ukraine, le pays est directement sur le front avec la Pologne et l'Ukraine, donc, et que finalement l'OTAN a décidé de faire de la Roumanie le siège de sa base principale en Europe. Ça veut dire que la base de, je me rappelle pas c'est quoi le nom, Mihail Kogalniceanu, va devenir la nouvelle super base de l'OTAN en Europe. Ça, c'est en Roumanie. Avant, c'était à Ramstein, en Allemagne. C'est là, par exemple, Ramstein, c'est là qu'il y avait les hôpitaux militaires, haute technologie. Par exemple, quand tu perdais une jambe en Afghanistan, ils te renvoyaient à Ramstein, en Allemagne, pour les traitements, puis finalement aux États-Unis. À Ramstein, c'était le hub logistique, c'était en Allemagne. Et là, maintenant, ça va être cette base-là en Roumanie. Donc, vous l'avez ici. J'aurais dû l'encercler, là, c'est près de l'eau. Donc, Mihail Kogalniceanu. Hein? Vous l'avez ici, encore une fois, c'est celle qui est le plus près de l'eau, là, à votre droite. Donc, plusieurs bases de l'OTAN en Roumanie. Et cette base-là va devenir la plus grosse, la plus importante. Vous voyez ici, la Roumanie accueillera la plus grande base militaire de l'OTAN en Europe, avec potentiellement plus de 10 000 civils et militaires qui pourront y résider. C'est une petite ville. Les États-Unis vont transférer une partie de la logistique des ressources humaines de Ramstein vers la base de Mihail Kogalniceanu. Les travaux d'agrandissement coûteront près de 3 milliards de dollars américains et les travaux de construction des routes d'accès, un réseau électrique à haute capacité ont déjà commencé. Les autorités roumaines ont exproprié 2400 hectares de localités au prix de 5 500 € par hectare. Donc, vous voyez, c'est ça. Il y a une importance stratégique à la Roumanie. Si l'Ukraine tombe, si ça ne fonctionne pas en Ukraine, etc., la Roumanie se retrouve sur la ligne de front. Et là, finalement, ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'OTAN ne défend plus la démocratie, il se défend lui-même. C'est un peu comme Skynet. C'est l'idée, là. C'est-à-dire qu'en s'ingérant comme ça là, partout dans les processus électoraux, en bafouant la démocratie, en combattant les mouvements populistes, je l'ai déjà expliqué ça, hein, l'OTAN s'aborde les principes sur lesquels qu'il était censé défendre. Et c'est ce que j'ai expliqué ici dans mon entrevue en toute franchise. Je l'avais expliqué finalement que l'objectif de l'OTAN, c'est de devenir une technocratie militaire. La démocratie et les civils sont encombrants, finalement. C'est un peu ça l'idée derrière la plupart des décisions de l'OTAN. Hein, c'est-à-dire, par exemple, l'idée de défendre les trucs LGBTQ jusqu'à l'os, ça vient de l'OTAN. Encore une fois, c'est une doctrine de l'OTAN. Toute la question aussi, je suis allé en détail là-dedans, hein, c'est juste un rappel. Le fait d'inonder les nations des pays de l'OTAN de migrants, c'est juste dans les pays de l'OTAN que ça arrive. C'est juste les pays de l'OTAN qui ouvrent leurs frontières et qui se font noyer de migrants. Le fait d'avoir, par exemple, des femmes dans les unités de combat, etc., évidemment, ça affaiblit le potentiel militaire des unités. C'est éventuellement tout ça pour remplacer l'élément humain qui est devenu encombrant par un élément intelligence artificielle, robotisé, etc. Donc, c'est l'idée de devenir une technocratie militaire. Les sociétés sous l'OTAN, c'est un petit résumé, les sociétés... Les pays de l'OTAN sont de plus en plus difficiles à gérer, sont traversés de plus en plus de fractures, de plus en plus d'incohérences, sont de plus en plus complexes et à partir d'un certain moment, les sociétés trop complexes s'effondrent. J'en ai déjà parlé, l'effondrement des sociétés complexes. Et l'idée, c'est d'augmenter la complexité des sociétés
une société hyper complexe qui s'effondre, requiert de la surveillance militaire, requiert un État totalitaire qui surveille, contrôle, etc. Et c'est l'objectif, finalement, c'est d'affaiblir toujours plus le facteur humain et d'avoir un impérium, là, une technocratie militaire avec un libre qui a les coups des franches, qui peut se permettre des pertes civiles sans broncher. Je l'ai déjà expliqué, ça encore une fois, c'est-à-dire si tu fais la guerre, les gens vont éventuellement se plaindre des pertes civiles ou de la réduction de leur niveau de vie. Hein, si tu as une société, si tu veux, si tu un impérium, là, si tu veux, si tu es un militaire, là, ton principal obstacle, c'est ce qui s'est passé lors de la guerre du Vietnam. Là, les gens se plaignaient des pertes et de tout ça. Et donc, si tu veux aller jusqu'au fond des choses dans une stratégie de domination mondiale, tu dois réduire le facteur humain. Et c'est ce qu'on voit dans les sociétés occidentales. À travers les trucs LGBTQ, mais pas que, l'immigration de masse, et toutes sortes de mesures qui augmentent la complexité des sociétés vont faire en sorte éventuellement que les sociétés vont s'effondrer. On va avoir un effondrement des sociétés trop complexes. Et c'est seulement quand la société civile aura été réduite à néant qu'ils auront finalement les coups des franches et pourront mener les guerres de domination qu'ils veulent. Et tout le truc vert aussi, là, le net carbon zero, etc., participe de ça, c'est-à-dire que je l'ai expliqué encore une fois à plusieurs reprises, c'est-à-dire que si tu veux contrôler une société, tu réduis son énergie. N'importe quel vivant, si tu réduis l'énergie de n'importe quel vivant, ce vivant-là ne pourra pas s'émanciper et fleurir, ne pourra pas se développer. Tu réduis son énergie. Et donc, cette stratégie de réduction de l'énergie va directement dans le sens d'affaiblir la société civile. OK? Et encore une fois, Trump met un terme à ça. Met un terme à ça. On entre dans le 21e siècle et le dernier champ de bataille, c'est l'Europe. C'est le dernier retranchement de l'OTAN, c'est l'Europe. Et l'Europe est sous surveillance. Les élections, tu vois, Mike Flynn le dit, Elon Musk le dit. Où est-ce que j'ai foutu le tech czar, le crypto czar de Trump qui dit que le résultat est statistiquement improbable, pratiquement impossible, de faire un retour de 33 points, de remonter, tu es à 21, puis tu finis à 53 là, de faire un bond de 32 points, presque 33 points au deuxième tour, c'est pratiquement impossible, statistiquement parlant. OK? Et donc, voilà, donc, technocratie militaire, et c'est ça finalement. L'OTAN ne défend plus la démocratie, il se défend lui-même, un peu comme Skynet. Il veut survivre, il veut pouvoir construire les bases comme il veut maintenir et les dépenses militaires et tout, et les sociétés d'armement, c'est un petit monde, tout ça, et ils le font au dépend de la démocratie. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire sur les élections en Roumanie. Je pense que j'avais d'autres choses, mais je suis parti tellement de travers que ça on a beaucoup de personnes se sont préoccupées du traité sur les pandémies de l'OMS, hein, qui a été signé, qui a été approuvé cette semaine. Mais il faut lire encore une fois le texte lui-même, puisqu'on est dans l'ère de Trump, l'ère du retour de la souveraineté. Le traité lui-même reflète ça. Il n'aurait pas été possible de le passer. Il a été rejeté à 2-3 reprises par le passé, le traité sur les pandémies. Et celui-ci a été rédigé de façon complètement différente. C'est pour ça qu'il est passé d'ailleurs. L'accord international sur les pandémies est adopté à l'OMS. Si les pays membres de l'OMS signent un traité international sur les pandémies, etc., etc. Et là, les gens disent, voilà, ils nous annoncent la prochaine pandémie, etc. Mais non, c'est un accord qui est complètement différent. C'est un accord qui n'a pas dedans, qui n'est pas contraignant et qui est purement symbolique. Donc, vous l'avez ici sur le site de l'OMS. L'Assemblée mondiale de la santé accorde un accord historique sur les... L'Assemblée mondiale de la santé adopte un accord historique sur les pandémies pour un monde plus équitable et plus sûr aux futures pandémies. Et là, vous avez dans le texte, donc l'accord de l'OMS sur les pandémies définit les principes et les approches des outils permettant d'améliorer la coordination internationale dans toute une série de domaines afin de renforcer l'architecture sanitaire mondiale pour la prévention. Et là, c'est la phrase qui est importante, c'est ça ici.
Pour ce qui est de la souveraineté nationale, l'accord précise qu'aucune disposition de l'accord de l'OMS sur les pandémies ne doit être interprétée comme conférant au secrétariat général de l'Organisation mondiale de la santé, y compris au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le pouvoir d'orienter, d'ordonner, de modifier, de prescrire de toute autre manière le droit national ou interne selon qu'il convient d'une partie ou presque, ou de prescrire ou d'imposer de toute autre manière aux parties de prendre les mesures spécifiques telles que l'interdiction ou l'acceptation des voyageurs, l'instauration de l'obligation de vaccination ou de mesures thérapeutiques ou diagnostiques ou la mise en place de mesures de confinement. Donc, ils ne peuvent pas prescrire rien. Ils ne peuvent rien imposer. Pas de confinement, pas de mesures de diagnostic, de mesures thérapeutiques, pas d'obligation de vaccination, les États peuvent continuer à bloquer les voyageurs comme ils veulent, etc., etc., etc. Okay? Donc, il n'y a rien là-dedans. C'est un accord qui n'a pas dedans. Et dans la même idée, en même temps que cette nouvelle-là sortait, on a RFK Junior qui appelle les pays à sortir de l'OMS. Santé, les États-Unis appellent les autres pays à quitter l'OMS comme eux. À Genève, le ministre Robert F. Kennedy Junior a appelé les pays à suivre les États-Unis dans leur retrait de l'OMS, qu'il juge corrompu et dominé par la Chine et l'industrie pharmaceutique. Il fait ça. Et là c'est le monde qui entend tout ça. Vous voyez, les États-Unis appellent les autres pays à sortir de l'OMS. Donc, c'est une organisation qui n'a plus de dents, qui devient désuète. Et tout ça va dans le sens de ce qu'on avait expliqué à plusieurs reprises. Je vous ramène souvent à ce discours-là de Trump aux Nations unies. Le discours de Trump aux Nations unies qu'on a eu longtemps comme... dans notre générique, là, au début comme placeholder, vidéo d'attente, où Trump dit que c'est important de chérir la souveraineté des nations et que l'ère des mondialistes est terminée et l'avenir appartient aux patriotes. Rappelez-vous ce clip-là qu'on a joué, on a fait jouer pendant au moins 2-3 ans dans notre introduction. On devrait la refaire d'ailleurs, notre introduction. Je ne sais pas si Fred Rock serait partant. Pas l'introduction, mais le placeholder, là, le vidéo d'attente. Et ce que vous voyez aujourd'hui, le 21e siècle que Éric Zemmour a décrit, ce que représentait le 20e siècle et ce que Trump renverse, et après ça, la fin du USAID, de la CIA, de l'interventionnisme des forces armées américaines dans les politiques de changement de régime, la sortie des organisations internationales comme l'OMS, etc., etc., ça a tout été annoncé dans le discours de 2018 de Trump à l'ONU. Et les gens me disaient, à l'époque, genre, t'es trop optimiste, Alexis, on verra bien, etc. Et j'ai dit à de nombreuses reprises, Trump n'annonce jamais quelque chose qui n'est pas déjà réglé. Je l'ai dit même avec Carney là, sur le 51e État, etc. Il ne prendra pas la chance de référendum possible, potentiel, puis finalement, c'est catastrophique, les gens disent non, etc. Trump joue toujours des coups sûrs. Et donc, quand il annonce la fin du mondialisme ici, en 2018 à l'ONU, le retour des nations, des patriotes, etc., c'est exactement ce que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez ça en action. Il annonçait en 2018 le début du 21e siècle. Le début du 21e siècle. On pourrait dire ça comme ça. OK? OK. Et donc, l'OMS, donc, c'est ça. C'est un traité qui n'a pas dedans. On va aller maintenant, finalement, à l'élection du pape. Ou bien certaines des trucs qu'on a vus par la suite sur Léon XIV. Léon XIV, quand on regarde exactement ce qu'il dit et le sens de sa papauté, ça va exactement dans le sens de l'agenda de Trump. Rappelez-vous, c'était quoi l'agenda de Trump? Je l'ai expliqué, mais on l'a vu un petit peu au début du... Pas dans tous les détails, mais dans les lignes générales. Là, ce que j'ai expliqué dans Donald Darabi la semaine dernière, c'est quoi que j'ai expliqué dans Donald Darabi? Ce qu'il veut pour le Moyen-Orient, là, c'est la paix et le développement technologique. C'est ce qu'il veut pour l'ensemble des pays. La paix et le développement technologique, la paix et le développement technologique, la paix et le développement technologique. Or, j'ai dit lors de l'élection du pape que Trump avait besoin de remplacer le pape woke François, qui était comme la caution à tout ce que faisait Trudeau, et, etc., etc., par un pape qui allait lui donner la caution, finalement, dans ses
l'onction ou sa caution, la caution dans ses politiques. Et qu'est-ce que fait Léon? C'est exactement ça, finalement. Donc, Léon, parce qu'il est sur le logiciel il est là pour donner des garde-fous et une caution morale à l'intelligence artificielle. Léon XIV, le pape mathématicien qui pourrait aider l'Église à dompter l'IA. Le nouveau pape, Léon XIV, possède une caractéristique peu commune chez les prélats, être diplômé en mathématiques. Un détail loin d'être anodin, selon le journaliste italien Il Foglio. Il explique que cela pourrait lui permettre de mieux comprendre le fonctionnement des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et ainsi permettre à l'Église de mieux s'y adapter. Un pape américain qui, en plus, est un mathématicien qui peut comprendre l'IA, là. Quelles sont les chances? Vous croyez au bon Dieu? C'est comme ceux qui croient que... C'est probablement un hasard. C'est comme ceux qui croient que, quoi? Trump a réellement été gratigné par une balle. Les chances sont fortement improbables que ce soit arrivé comme un hasard. Et donc, le pape Léon XIV, pourquoi l'IA sera au cœur du pontificat? L'intelligence artificielle sera au cœur du pontificat. Et là, ce dont Trump a besoin, justement, c'est une caution. Il va falloir, on l'a expliqué là, à plusieurs reprises, il va falloir mettre des barèmes là, à l'intelligence artificielle, codifier ça, avoir des traités, faire en sorte que c'est comme l'arme nucléaire, c'est comme ça a un potentiel énorme, et donc il va falloir... Et l'Église va aider à ça. C'est pour ça que c'était important de faire élire un pape mathématicien. Et donc, l'intelligence artificielle sera au cœur du nouveau pontificat. Le défi d'une intelligence artificielle, lors de sa première audience officielle le 10 mai dernier, Léon XIV a clairement mis en évidence les opportunités et les dangers de l'intelligence artificielle pour l'humanité. L'intelligence artificielle, dit-il, requiert une certaine responsabilité pour qu'elle soit réellement au service de l'humanité tout entière. Et lui va aider à faire en sorte que l'intelligence artificielle soit au service de l'humanité tout entière, réellement. Donc, de toute façon, on va donner la caution morale pour lui. L'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, la justice et du travail. Et donc, et même son nom, Léon XIV, est en réponse à la révolution industrielle qui est en cours avec l'IA, etc. Il le dit lui-même. Question sociale, intelligence artificielle. Pourquoi le nouveau pape a choisi le nom de Léon XIV? Le choix du premier souverain pontife américain qui réfère à Léon XIII marque une ligne sociale. Léon XIII qui avait été celui qui avait mis des jalons et balisé un peu avec comment on pourrait dire... qui avait en tout cas œuvré lors de la dernière révolution industrielle. Je ne connais pas je ne vais pas inventer quelque chose, là, mais il était là lors de la dernière révolution industrielle, la troisième révolution industrielle, et avait mis des freins un peu à certains des abus de la révolution industrielle. Et ce pape-ci, Prévost, a pris le nom Léon XIV justement parce qu'on est dans une autre révolution industrielle et il va jouer un rôle central là-dedans. Donc, l'IA sera au cœur de ce pontificat. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le nouveau pape Léon exhorte à la paix et au désarmement dans le monde. Et voilà le deuxième pilier de son pontificat. Léon XIV souhaite que son pontificat fasse de l'Église un symbole d'unité et de paix. Léon XIV, je viens à vous comme un frère. Le pape inaugure son pontificat sous le signe de l'unité et de la paix. Donc, vous avez quelque chose qui est exactement comme sur la ligne de Donald Trump. Jamais plus la guerre, le pape Léon XIV appelle à la paix en Ukraine et à Gaza. C'est exactement sur la ligne Trump. Donc, c'est paix et développement technologique. Paix et développement technologique. Paix et développement technologique. Voilà. Donc, on va terminer ici avec la rencontre au bureau ovale avec le président sud-africain. Ça a tourné à la foire d'empoigne comme avec Zelensky. Et Trump a essentiellement soulevé les points de meurtre et de meurtre, comment je pourrais dire, d'un climat d'impunité et de haine raciale en Afrique du Sud et de meurtre en série de fermiers blancs.
Et là, les médias, évidemment, ont fait exactement comme avec le film Sound of Freedom, le trafic de personnes, avec la fraude électorale, avec la plupart des dossiers se sont rangés du mauvais côté. Et encore une fois, on dit non, ça n'existe pas. Ont tout excusé. Par exemple, on nous montre des politiciens en Afrique du Sud qui chantent il faut tuer les Boers, il faut tuer les Boers, il faut tuer les Boers. Puis là, CNN qui nous dit non, 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 c'est un vieux chant de l'époque de l'apartheid. Oui, connard, pourquoi tu chantes ça encore? Là? Si c'est un truc de genre, égorgeons les Boers, égorgeons. Puis là, Et donc, Trump soulève ça. Trump est arrivé avec des vidéos dans le bureau ovale, est arrivé avec des articles de journaux où est-ce que les fermiers sont massacrés. Et là, ici, le terme qui a circulé, c'est même le Southern Poverty Law Center est embarqué dans le jeu en disant le mythe dangereux du génocide blanc en Afrique du Sud. Maintenant, il n'y a probablement pas ce qu'on appelle un génocide, parce que, tu sais, un génocide, tu ne fais pas ça ça s'étale pas sur 30 ans. Un génocide, généralement, tu fais ça comme d'un seul coup, comme au Rwanda. Mais il reste qu'il y a un climat, c'est ça, d'impunité, c'est-à-dire qu'on peut commettre des crimes sur les Blancs, on peut faire pratiquement n'importe quoi, la police n'enquête pas. Et on laisse les gens chanter la mort des fermiers blancs sans qu'il y ait aucune conséquence. Je vous montre des vidéos où est-ce qu'on dit, c'est ça, on va les tuer, on va les exproprier, etc. There's nothing you can do, there's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. On peut faire ce qu'on veut. On se fout on peut occuper les terrains, faire ce qu'on veut. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? Qui êtes-vous pour nous dire qu'on peut occuper ou non des terres? Comprenez, ça c'est au Parlement, c'est-à-dire la loi n'existe pas, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de règlement, on peut faire ce qu'on veut. Never be scared to kill. On ne doit jamais avoir peur de tuer. Some point, there must be killing. À un certain moment donné, il doit y avoir des meurtres. Good to kill. Yamasa. Kill the poor, the farmer. Kill the poor. Kill the Boer, ça c'est les fermiers, là. Tuer les fermiers, tuer les fermiers. The farmer. Brr, pa. Pa. Brr, pa. Pa. To kill. Yamasa. Kill the poor. The farmer. Kill the poor. Imaginez, tu as des stades comme ça, là, des stades remplis de personnes qui disent tuer les fermiers blancs, tuer les fermiers blancs. Puis ça, c'est en 2024-2025. Et là, tu soulèves ça à la Maison-Blanche et les journalistes trouvent ça tout à fait normal. Il y a aucune. Ils vont défendre les présidents. Il n'y a aucune arrestation, pas d'embêtement. Ça ne fait pas la une nulle part. Les journalistes couvrent complètement Et même s'il n'y a pas des dizaines de milliers de Blancs qui sont massacrés à la machette comme au Rwanda, il y a des meurtres à intervalles réguliers. Il y a un documentaire qui a été fait par Katie Hopkins là-dessus, qui s'appelle The Killing Fields, où est-ce qu'on voit les témoignages. C'est que les médias disent finalement qu'ils ne sont pas nécessairement tués parce qu'ils sont blancs, mais on les tue parce qu'on veut leur argent. Donc, le motif du vol, c'est le vol. C'est pas, on ne va pas les tuer parce que on viole les femmes, on viole les filles, tout ça. C'est pour avoir de l'argent. Donc, c'est pas motivé, c'est pas la haine raciale parce c'est surtout le vol qui est. C'est comme des tordus comme genre de défense. Là, If you don't do what we are telling you to do, or you're going to rape your wife in front of you and kill her and rape even your children, the small one. My husband was murdered in what they classify as a farm attack, and they shot him in the head in front of us, and he fell at my feet. In the last year, there were roughly 84 farm. Et donc c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, il n'y a pas d'enquête, il y a un climat d'impunité, les gens chantent la mort du fermier blanc, etc. Et
quand tu soulèves la question, les médias sont en mode défense. C'est ça qui est scandaleux. Et on nous dit, si on regarde les statistiques, il n'y a pas tant de fermiers blancs qui meurent. Il y en a quoi? C'est une centaine par année. Imaginez ça, 100 fermiers blancs par année qui meurent. Là, pensez comme... dans des conditions comme ça. Et là, il n'y a pas de statistiques. On nous dit, il n'y a pas de statistiques. On nous dit à peu près 100. C'est contesté. Les Boers disent que c'est plus, mais rappelez-vous, le génocide du Rwanda, il n'y avait pas de statistiques non plus. Hein? Puis c'était exactement ça. On n'a appris aucune leçon du Rwanda. Qu'est-ce qui s'était passé au Rwanda? C'est que, c'était en 94, les Radio Kigali, etc., appelaient au meurtre des Tutsis. Il y avait des appels comme ça, là, comme ce qu'on a vu. Et par la suite, quand on a fait le bilan du génocide, etc., on a dit on aurait dû voir les signes, on aurait dû agir juste avant. Et là, on a des signes, on a des stades entiers de personnes qui chantent exactement le même genre de truc. Tuons les Boers, tuons les fermiers blancs, puis on ne voit pas ça comme un signe. On n'a comme rien appris du génocide rwandais. Et finalement, mais c'est ça. C'est vrai que c'est pas un génocide comme il n'y a pas comme 1 demi-million de personnes qui sont mortes comme en quelques jours, en quelques semaines. Mais le fait, c'est encore une fois, c'est le fait d'appeler ça un génocide, ça fait en sorte, ça relève d'une stratégie d'hameçonnage, on l'a déjà expliqué. Tu fais une erreur et finalement, les journalistes te corrigent, les gens vont vérifier sur Internet et finalement, ça fait passer le message. Tu appelles ça un génocide, les journalistes disent non. Et finalement, les gens vont se renseigner, il y a un débat, etc. Certaines personnes disent oui, disent non, mais ça fait circuler l'information. C'est comme quand Trump a dit, genre, « They're eating the dogs ». Et puis là, les médias disent, non, il n'y a aucune preuve de ça. Et finalement, après ça, on est allé sur Internet, puis on a vu toutes les vidéos, on les a montrées à Radio-Québec, les gens n'étaient pas contents. Ce trait culturel de certaines personnes en Haïti, de manger les chats, etc. Et les animaux qui disparaissent, les animaux de compagnie qui disparaissaient à Springfield, mais c'est ça, les journalistes disent non, et puis tu fais une erreur, et puis les journalistes disent non, puis voilà, c'est ça. Mais je me demande ce que Roméo Dallaire, encore une fois, Roméo Dallaire, qui était le général canadien en charge de la force des Nations unies au Rwanda lors du génocide, dirait de ce qui se passe présentement en Afrique du Sud, avec des stades entiers de personnes qui chantent au génocide, exactement comme les radios. Et quand Trump soulève le point, les médias font la tortue comme avec les boucliers, comme les Romains, là, qui défendent l'Afrique du Sud. Je vous montre un peu l'intervention de Trump. There's nothing you can do. No. There's nothing this parliament. I don't know. Look, these are articles over the last few days. Death of people. Death, horrible death, I don't know. To pick anyone, white South Africans are fleeing because of the violence and racist laws, and this is all, I mean, I'll give these to you. So when you say... Il y a des lois qui les empêchent de se défendre, etc. Fait que c'est... Finalement, ils veulent quitter, puis Trump en a accepté, je pense, une soixantaine, là, comme littéralement comme réfugiés, etc. Mais c'est ça. Les médias, encore une fois, toujours du mauvais côté de la nouvelle. Alors, voilà. Donc, c'est ça. C'est à peu près ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On s'excuse encore une fois du manque de concentration. Ça arrive des fois. On a eu de la musique qu'on n'aurait pas dû avoir. On s'était entendu avec le voisin pour pas qu'il y ait de musique de 5h à 7h. Et puis... Donc, le 21e siècle, c'est ça, 21e siècle qui est ouvertement, officiellement commencé sous Trump avec une restructuration complète des forces armées américaines, de l'appareil, en fait, de l'Empire américain. Vous voyez, ça avait commencé avec Woodrow Wilson, comme c'est ce qu'explique Zemmour, l'internationalisme de Woodrow Wilson, et finalement, ça avait mené à travers la Deuxième Guerre mondiale. Et, Woodrow Wilson, c'est la Société des Nations, c'est le début de l'internationalisme. C'est avant l'ONU, la Société des Nations. C'est l'apparition de ces structures supranationales et l'expansionnisme américain qui se transforme finalement après la Deuxième Guerre mondiale en empire. Et finalement, c'est ça, ce 20e siècle-là se termine
en 2025. Ça a été un long 20e siècle. Il ne s'est pas terminé. Le 21e siècle n'a pas commencé avec George Bush et les attaques du 11 septembre. Ça, c'était dans la continuité du 20e siècle. Le 21e siècle a commencé en 2025 avec l'assermentation de Donald J. Trump. Et voilà. Et ce qu'on va voir ce qu'on va décrire à Radio-Québec, ça va être des phénomènes politiques qui vont aller dans ce sens-là. Comme le traité des pandémies, oui, mais pas dedans, et puis pas d'empiètement sur la souveraineté nationale, et puis on s'en va vers le 21e siècle. C'est quoi le 21e siècle? C'est la paix et la prospérité. Et tout ça, le programme trumpien de paix et de prospérité, ce qu'on pourrait appeler la Pax Trumpiana. Je ne sais pas si j'ai la Pax Trumpiana. Donc, la Pax Trumpiana, et ils ont remplacé le pape et ont un pape qui est totalement aligné avec ça. Un pape mathématicien qui va mettre des balises à l'IA et qui est sur un agenda de paix. Voilà. Il reste juste l'Europe. Et ça, c'est pas gagné encore une fois. C'est ça. Mais ça se fait. Qu'est-ce que les États-Unis font sur l'Europe? C'est justement braquer les projecteurs sur, par exemple, les entraves à la liberté d'expression partout, le fait de qualifier les mouvements populistes de dangereux, d'extrême droite, le vol des élections, etc. Donc, voilà. Et ce qu'on avait pour vous aujourd'hui, on va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Les Anges de Radio-Québec, j'aurais dû commencer avec un remerciement pour tous ceux qui nous permettent de continuer à faire ces analyses, qui soutiennent notre petite PME. Il y a des mois plus difficiles que d'autres. Vous faites la différence. Vous nous donnez ce micro, vous nous donnez la possibilité de faire des analyses. Voilà, alors on remercie. Et ce qui est incroyable, c'est que ça se fait anonymement. C'est que ça se fasse anonymement. Les gens... offre, c'est quoi, 5, 10, 15, 20, 50, des fois 100, des fois rarement plus, mais le font de façon totalement anonyme. Et ça, c'est double chapeau à ceux qui le font, double chapeau. Nous, on voit les noms passer, mais vous le faites pour la cause. Et ça veut dire que vous croyez à nous et que vous appréciez vraiment les informations qu'on produit, les analyses qu'on produit à Radio-Québec. Voilà. Alors, vous savez comment faire. Il y a différentes façons de nous aider. Alexis Cossette-Trudel, casier postal 3207, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. Ah, il faut que je répète encore une fois, ceux qui nous envoient des chèques par la poste, les chèques canadiens, c'est au nom de Radio-Québec. Puis les chèques en euros, c'est au nom de Alexis Cossette-Trudel. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Là, on se retrouve avec des chèques qui rebondissent et puis qu'on ne peut pas déposer. On a une compagnie enregistrée au Canada qui s'appelle Radio-Québec. Les chèques canadiens doivent rentrer là. Pour les chèques en euros, on n'a pas de compte compagnie. La banque qu'on utilise, notre banque n'a pas de compte compagnie. Donc, on doit prendre un compte personnel et vider par la suite dans le compte compagnie. Et donc, ça se fait au nom personnel. Les chèques en euros, c'est Alexis Cossette-Trudel et les chèques canadiens, c'est Radio-Québec Inc. ou Radio-Québec. Voilà. Et donc, mais c'est plus simple des fois, juste par Interac ou par carte, etc. Vous savez comment faire. Je me sens toujours tellement mal. C'est la partie, l'inévitable passage à la fin du Web Journal. Et on va, donc c'est ça, on va, de notre côté, on va aussi faire des efforts. On va déménager, on déménage le studio dans à peu près 2 semaines. On s'en va dans beaucoup plus petit et donc ça va probablement solutionner quelques problèmes. Voilà. OK. Donc, ça se peut, c'est ça, la semaine prochaine, Web Journal, mais ça se peut que l'autre semaine d'après, là, je vais être en plein milieu du déménagement et donc ça se peut qu'on saute le Web Journal. Je mettrai peut-être, j'ai des bloopers sur Odyssée, j'ai les bloopers de Radio-Québec. 2018, j'avais fait une campagne électorale et puis j'avais fait des vidéos, des vox pop sur la rue, des vidéos. Ça me donne quelques scènes cocasses. Ça se peut que je mette ça à la place du Web Journal dans 2 semaines. C'est pas des vacances, c'est vraiment un déménagement. C'est l'enfer déménager. Je déteste ça. Ça fait 2-3 fois que je déménage là, en 4 ans, 5 ans. C'est l'enfer.
vais aller parler à mon voisin. Là. On s'est entendu. Rien entre... il peut mettre la musique n'importe quand, sauf dimanche de 5h à 7h. Oui, rappelez-vous ce que j'avais montré, là, le studio que j'avais mis dans la toilette. Là. Ça ne sera pas aussi pire que ça, mais ça va sauver un peu. Questions, commentaires, on va se laisser là-dessus. Voilà. OK. Voilà, encore une fois, c'est ça. Le Web Journal était censé avoir une direction beaucoup plus linéaire, mais c'est pas possible de parler avec de la musique et donc on est distrait. Voilà, ça va être réglé dans le prochain studio. Voilà, merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang.